Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Tout de suite, les titres de votre journal. Tamatoa n'a toujours pas été retrouvé en mer, aucune trace de l'avion à bord duquel il se trouvait. L'espoir des parents et de la famille repose à présent sur les recherches menées sur terre. Les centres de plongée à bout de souffle, le pays a réussi à maîtriser la propagation de la Covid-19. Dans ce cas, pourquoi ne pas rouvrir les frontières, demande le président du syndicat. Vous allez entendre les réactions. Quand d'autres sociétés comme les compagnies d'assurance s'en sortent aisément, les sociétés dressent un bilan en 2020 positif, sauf pour les assurances voyage, vous allez le voir. La vaccination pour tous est lancée depuis ce week-end. Qu'en pensent justement les jeunes? Nous avons interrogé les étudiants de l'université. Les avis sont mitigés. Enfin, pour terminer, rencontre à Rangiroa avec la famille de Jean-Paul Tetu Mahuta. Le travail du COPRA est inscrit dans leur gène. Un travail difficile qui les a préservés de la crise économique. À voir dans votre rubrique Aïe Fénois. Tamatoa, 17 ans, disparu à bord de son avion, reste introuvable depuis samedi. En soutien aux recherches menées par le JRCC, sa famille a lancé un appel aux volontaires. Depuis 7 heures ce matin, la boule au ventre. Ses parents et une quinzaine de bénévoles ont quadrillé le secteur de Vairao à Papara, privilégiant l'intérieur de l'île de Tahiti. Sur place, Jeanne Pequet-Pouira et Sandroli. Ils étaient nombreux à témoigner de leur soutien à la famille de Tamatoa, sur la toile, comme sur place, à la marina de Tehoro de Mataya, où une quinzaine de volontaires est venue prêter main forte. Ils ont longé le littoral toute la matinée. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette journée-là, en espérant bien sûr de le retrouver sain et sauf, notre Tamato, hein, notre cousin chéri. Et on est là. Même ceux de Marina sont là, ceux de Tautira et la plupart de la population, toute la famille. Une mobilisation populaire malgré l'arrêt des recherches officielles dimanche à 14h. Les équipages se sont répartis les zones à quadriller. On a été un peu plus loin par rapport à hier. Donc, résultat, aujourd'hui, c'est très compliqué parce que nous n'avons pas de point de repère pour pouvoir recadrer l'endroit où vraiment il y a eu l'impact. Tout et son contraire a été dit durant ces dernières 48 heures. Tout jusqu'au comportement irresponsable de Tamatoa selon les plus virulents. Et moi, je suis outrée de savoir qu'on met toute la responsabilité sur lui parce que c'était un garçon qui était très responsable, donc qui connaissait les règles, qui était toujours en apprentissage. Je ne pense pas qu'il aurait pris la liberté de faire n'importe quoi avec son avion. Un Tecnam qu'il a appris à maîtriser depuis plus d'1 an jusqu'à ce samedi 13 mars où tout bascule. Olivier Lepère était présent à l'aéroport, choqué. Il garde son sang-froid pour ne pas perdre pied. Le fait qu'il m'ait dit juste que l'avion avait disparu, ça ne veut pas dire que c'était fatal. Donc il y avait encore de l'espoir de trouver mon fils rapidement. En fait. Après le littoral, l'intérieur de l'île où un témoin affirme avoir entendu un bruit sourd. Le dauphin y a été dépêché. Quant à Heidi et Olivier, ils retrouvent d'autres bénévoles à Atimaono et à la tête de cette massive mobilisation à Inui, cousin de Tamatoa. Très content, on vient de voir passer l'hélicoptère du GRCC. C'est qu'ils ont une piste solide, ils ont repris les recherches et ça c'est le plus important pour nous, je pense, à l'heure actuelle. Drones, bateaux, effectifs humains, c'est une véritable chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour retrouver Tamatoa, 17 ans. Une mobilisation salutaire pour Heidi et Olivier qui gardent espoir de retrouver leur enfant. Les recherches se poursuivent donc demain. Et puis, ce fait divers survenu à Fatuhiva dans l'archipel des Marquises. Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi à Hanavave. Le feu serait probablement parti d'un tas de feuilles qui, en cette période de sécheresse, peut facilement s'étendre. Alerté par le 3e adjoint au maire, Edgar Tametona, les pompiers sont intervenus sur les lieux, mais une bonne partie de la végétation de la montagne était déjà partie en fumée. L'ampleur du feu était telle que le village de Hanavave était recouvert d'une épaisse fumée. En cette période de sécheresse, il est donc vivement recommandé d'être prudent.
Je vous le disais, la crise économique s'aggrave pour certaines entreprises. Il faut rouvrir les frontières, demande le syndicat des centres de plongée. Des centres de plongée en mode de survie, selon le président du syndicat. Pour l'instant, la clientèle locale permet encore aux 20 clubs de plongée de Tahiti et des îles de tenir le coup, mais ils ne pourront pas continuer plus longtemps. Nicolas Suir, Hiro, Terorotua. Dans ce centre de plongée, 4 clients par rotation, c'est devenu la norme. Avant la crise du Covid, ils étaient près de 15. Cette nouvelle monitrice s'attendait à plus, mais elle est déjà très heureuse d'avoir un emploi. J'ai perdu mon premier emploi, j'étais embauchée avant de venir en fait. Et suite au confinement, malheureusement, mon ancien centre n'a pas pu me garder. Et j'ai trouvé heureusement de la place ici, mais ça reste assez calme l'activité quand même. Pour conserver sa clientèle, le gérant ne baisse pas ses tarifs, mais mise plutôt sur des prestations diversifiées. J'ai préféré essayer de motiver les quelques plongeurs qu'on continue d'avoir à organiser des sorties différentes plus régulièrement, que ce soit des sorties la journée sur des sites lointains, sur Montréal, des plongées de nuit, des sorties avec des thèmes particuliers, avec des cours additionnels, que ce soit sur les requins, les tortues, etc. pour essayer de dynamiser au plus possible l'activité. 80% des clients étaient des touristes. Aujourd'hui, ce sont des salariés, beaucoup moins nombreux. Les centres de plongée ont donc décidé de publier ce week-end un communiqué. Il avertit des effets dramatiques du maintien des frontières fermées. Une décision qu'ils ne comprennent d'ailleurs pas du tout. En 2020, au mois de juillet, on a rouvert les frontières alors que le Covid circulait un petit peu partout, mais on l'a fait en mettant en place des protocoles sanitaires qui ont fait leurs preuves aujourd'hui et on a vu que ça avait fonctionné. Puisque sur les cas qui sont arrivés en Polynésie, très peu ont été emmenés par des touristes. On est à 180 cas de touristes, ce qui est rien du tout. Même avec un client, Joshua garantit la sortie pour assurer la fiabilité de son centre. Le week-end est bien plus riche, mais au général, la situation est loin d'être satisfaisante. On est dans un mode de survie et encore qu'à Tahiti, on a la chance d'avoir quand même une clientèle de salariés, résidents, locaux qui viennent le week-end. En la semaine, c'est un grand désert, mais qui viennent le week-end et qui nous aident un petit peu dans les îles, c'est une catastrophe. La crainte est surtout de voir les touristes réservés pour d'autres destinations que la Polynésie, alors que la haute saison se rapproche à grands pas. À ce propos, la ministre du Tourisme Nicole Boutot sera l'invitée café de votre matinale radio demain. Elle viendra nous parler, entre autres sujets d'actualité, du dispositif Tere Aia. D'autres secteurs, en revanche, n'ont pas trop souffert de la crise. Ce sont les compagnies d'assurance. En dépit d'une baisse de 10% de leur chiffre d'affaires durant le confinement, la dizaine de sociétés de Polynésie a eu un regain d'activité. Illustration chez Generali et MD Finance, James O et Jacques Damour. Comme toutes les entreprises polynésiennes, les compagnies d'assurance ont subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Chez Generali, l'un des 3 principaux acteurs du secteur, une baisse de 10% de son chiffre d'affaires a été enregistrée durant la période du confinement. Au lendemain du confinement, la vie a dû reprendre. Et les Polynésiens, les sociétés, le client, le citoyen comme vous et moi, on a dû apprendre en fait, à vivre avec ce Covid. Et ce Covid, fort heureusement, n'a pas arrêté l'activité économique de la Polynésie, n'a pas fait en sorte que les gens arrêtent de vivre. Pour Kelly Hassine, si le nombre d'incidents n'a pas été si important l'an dernier, c'est grâce à l'effort collectif. Banques, assureurs ou encore les aides du pays et de l'État, malheureusement, tous les assurés n'ont pas été épargnés. Le profil, c'est essentiellement des particuliers qui sont dans le domaine touristique. Ça, c'est indéniable. Ce sont des gens qui ont effectivement perdu leur emploi, qui n'ont même pas été dans des situations d'emploi à mi-temps, par exemple, où on a revu leur niveau d'activité. Ce sont vraiment des personnes qui ont perdu leur emploi. Du côté des petites sociétés de courtage, les répercussions de la crise Covid sont également maîtrisées, sauf en ce qui concerne les assurances voyage, où là, c'est l'effondrement. Stéphanie enregistre pour 2020 une baisse de 90%. En assurance voyage, en effet, on a subi une grosse perte, puisque c'est quand même une de nos spécialités, c'est pas la principale. Mais on a subi une grosse perte d'activité en début d'année 2020, puisque tous
toutes les compagnies ont été arrêtées et puis les voyages ont été annulés également. En période de crise comme celle-ci, ça aide d'être une petite structure? Oui, ça peut aider dans la mesure où on a beaucoup moins de charges financières que peuvent avoir d'autres entreprises. On arrive aussi à être très autonome et polyvalent. Donc on arrive à bien rebondir sur nos activités, oui. Malgré le confinement et les restrictions imposées par les autorités, l'année 2020 a donc été plutôt correcte pour les assureurs du Fénois. Compagnies d'assurance qui n'ont pas eu à demander l'aide du pays. Santé, les chiffres de la Covid-19 continuent de baisser. Seulement 19 cas nouveaux ces dernières 72 heures, 8 hospitalisations, dont 4 en réanimation. Au total, la Polynésie ne compte plus que 59 cas actifs. La campagne de vaccination deuxième phase se poursuit. Plus de 13 300 personnes ont reçu leur première dose de vaccin, plus de 5 600 la seconde. Et aujourd'hui, les centres de vaccination devaient commencer à accueillir les adultes à compter de 18 ans. Cela n'a finalement pas été possible car les personnes âgées avaient déjà pris rendez-vous pour ce matin. Alors nous sommes allés sur le campus de Tomorrow pour savoir si les jeunes sont volontaires. Avis très partagé, comme vous allez le constater avec Nora Mourad, Brigitte Olivier et Patita Savia. Carton plein ce week-end au driving vaccination de la présidence. La campagne est élargie à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans. Pourtant, ce matin, les centres étaient pleins, oui, mais de Matayapo. Les jeunes sont de fait moins concernés par le virus, mais pourtant sont les principaux vecteurs de sa propagation. Sur le campus d'Otumaoro, la question de la vaccination fait débat. Certains restent méfiants. Non. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des propos avec ma famille et ils m'ont conseillé de ne pas en faire. Non, je ne compte pas me faire vacciner par le Covid. Je viens de faire un test là ce matin, je suis négatif. Et question pour la vaccination, je pense que c'est une très mauvaise idée encore pour le moment. Ça fait à peine 1 an et demi que le Covid est là. Trouver une vaccination, c'est un peu dur. Même impossible, déjà qu'il y a des maladies qu'on n'a pas encore trouvé de vaccin, par exemple le sida. Tandis que pour d'autres, se faire vacciner est un devoir. S'il le faut, oui, je le ferai. Mais pourquoi tu le ferais ? Pour d'une part me protéger du virus qui circule, tout simplement. Je pense que oui, je vais me faire vacciner. Parce que, étant donné que je suis des îles et voilà, on prévoit un retour chez nous. Pour protéger la population ? Voilà, pour protéger l'île. Mais la question ne se posera bientôt plus, surtout pour voyager. Le passeport vaccinal sera sans doute obligatoire dans de nombreux pays. Et sachez que depuis vendredi, le motif impérieux n'est plus obligatoire pour rentrer sur le sol français. Le Conseil d'État a estimé que cette exigence est disproportionnée pour les Français désireux de rentrer chez eux. Il considère que l'impact de ces déplacements est mineur sur la propagation de l'épidémie de Covid-19. Avant d'accueillir Lucille Guichet-Tirao qui nous parlera de l'édition spéciale consacrée au nucléaire qu'elle animera juste après ce journal. De son côté, l'association 193 demande fermement le retrait des échéances pour les demandes d'indemnisation des victimes de maladies radio-induites. En effet, la loi Morin, modifiée en 2013, a ajouté un délai de 5 ans pour faire la demande, ce qui n'était pas le cas dans la même loi en 2010. Je vous propose d'écouter les explications de Léna Dormand. La version initiale de 2010 ne prévoyait pas de limite dans le temps. Elle prévoyait juste, si la personne est décédée, les ayants droit peuvent constituer un dossier de demande d'indemnisation. Par contre, c'est en 2013 où la loi a été modifiée par la loi de programmation militaire, où là, il y a une limite dans le temps qui a été fixée à 5 ans après la publication, ce qui a ramené ça à décembre 2018. Certes, elle a été modifiée, donc c'est la version en vigueur à aujourd'hui. Mais pourquoi une limite dans le temps ? Une limite dans le temps qui fixe là au 31 décembre 2021. Donc il est vraiment important pour reconnaître justement et pour permettre à toutes ces familles d'obtenir réparation. On demande le retrait de ces échéances temporelles. Voilà votre édition spéciale consacrée au nucléaire animée en tahitien par Hiata Buluk et Lucille Guichet-Tirao en français. Un sujet brûlant, Lucille Guichet.
Oui, tout à fait. La question du nucléaire revient donc sur la scène publique et Polynésie la première vous propose ce soir une édition spéciale. 193 tirs nucléaires qui ont fait la grandeur de la France et propulsé la Polynésie dans une économie de comptoir. Mais à quel prix ? Depuis les années 70, des voix s'élèvent pour dénoncer les conséquences sanitaires et environnementales de ces essais. Nous verrons avec nos invités si en 2021, la Polynésie peut se réconcilier avec son passé. 50 minutes de débat en direct en tahitien juste après ce journal avec Heyata Buluk, puis 50 minutes de débat en français. En plateau, l'ancien président du pays, Gaston Floss, l'élu Tavini Eliane Tevahitua et l'avocat Philippe Newfer. Nous serons aussi en direct avec deux associations, un historien et un député depuis Paris. Le haut-commissaire également s'exprimera sur la question, une prise de parole exceptionnelle sur cette question sensible pour le représentant de l'État en Polynésie. Et vos questions sont attendues sur la page Facebook de Polynésie la première. Elles seront posées durant l'émission. Merci Lucille Guichet-Tirawa, tout à l'heure. Voilà qui referme donc ce chapitre nucléaire. On s'arrête à Ayatea maintenant et cette triste disparition. Joseph Chossois s'en est allé hier à l'âge de 77 ans. Entrepreneur et patron de Art Création, Joseph Chossois, originaire de Ayatea, a été connu pour ses peintures, inspirées par cette Polynésie qu'il a su cristalliser dans ses œuvres. Un parcours d'exception qui lui vaut le Dixit d'or de l'économie en 1997, également décoré de l'ordre des Chevaliers de la Légion d'honneur. Une veillée est prévue demain soir à 19h au domicile familial. Il sera inhumé mercredi aussi. Polynésie la première et moi-même adressons nos condoléances à sa famille. Enfin, pour clore ce journal, cap sur Rangiroa, en ces temps de fermeture des frontières, le copra est devenu une valeur refuge pour les Paumotu. Lors du premier confinement, le volume des productions a fut multiplié par 3. Ce travail physiquement dur et exigeant, Jean-Paul Tetumahuta le fait depuis toujours. Ses enfants s'y sont mis aussi. Portrait de génération volontaire signé Stéphane Ratino et Ubel Yao. Lorsque le Dori accoste à Rangiroa, il y a un incessant balai. Des voitures chargées, le travail discret, des femmes et des hommes de l'île va rejoindre Papeete. C'est une logique d'équipe où les couples unissent leurs efforts pour écrire leur parchemin économique. Jean-Paul et Gloria ont passé entre leurs mains des tonnes de coco. 45 ans d'un labeur qui se passe souvent au loin, sur les moutons. Ici, on dit le secteur. Ils en reviennent et pèsent une partie de la collecte. On va au secteur, on fait le copra et il y a la base de la commune qui vient ici, là-bas au secteur, qui ramasse une fois par mois. Et au secteur, tu dors aussi quand tu y vas ou tu rentres? Oui, non, on dort au secteur et 2 semaines, ça dépend du temps et ça dépend aussi des cocos. On a un petit-fils qui a 12 ans et il commence déjà à faire le copra avec ses parents. Et toi, tu serais fier que le petit continue? Ah oui, je serais fière. Même si c'est un travail difficile? Oui, je serais très très fière de mes petits-enfants s'ils vont faire ce travail. La transmission, ces jeunes témoignent d'une permanence, une sorte de signature de l'identité des gens d'ici. Avec des perles de sueur sur le front, ils ajoutent leur printemps à la répétition de gestes familiers. Sur le terrain familial, il y a 5 hectares de cocotiers. Une surface dont ils connaissent le moindre mètre carré, ce territoire de conquête où a grandi leur enfance ilienne. Ici, on a eu de la chance, surtout en moto, d'avoir vécu avec ça, on a grandi avec ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, en ayant grandi, on dit qu'on a progressé dans ce domaine-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à le faire plus facilement, plus aisément. Tu es fier de ce travail? Oui, je suis très fière. Ça fait longtemps que tu as commencé, toi? Oui, depuis très petite. Tu as commencé comment? Avec mes grands-parents. À Tiputa, Ronald est le mandataire de l'huilerie de Tahiti. Il est aidé par son apprenti. Sa voiture est connue ici. À son volant, il sillonne sans cesse le territoire. Il est un agent économique essentiel. Il récupère les produits, en contrôle la qualité, il paie sur le champ. Il voit aussi les familles de copraculteurs s'agrandir. Le copra, une ressource pour demeurer ici. Une valeur refuge aussi. Au temps du confinement, la production a été multipliée par 3. Les jeunes veulent du travail où tu as tout de suite du répondant, c'est-à-dire qu'ils veulent travailler et puis être tout de suite payés.
Le Copra, ce sont les parents qui vont au Copra et ils entraînent aussi leurs gosses pendant les vacances. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils les apprennent à faire du Copra. Et au cas où les parents disparaissent, eux, ils sauront au moins comment faire du Copra. Ils ont fait 2 heures de bateau pour livrer les 13 sacs à 3. Une pause sur le quai comme un souffle avant de reprendre le large. Car cette famille de Taha a choisi les Tuamotu comme espace de vie, où tout est à coup d'effort, de volonté, d'envie. L'écriture d'un destin au naturel, simple, mais où l'harmonie des êtres et des éléments demande du tempérament, une conscience d'âme. C'est le gagne-pain des gens d'ici, des Tuamotu. Si tu veux vraiment faire ce travail, il faut que tu sois forte. Si tu n'es pas forte, tu ne peux pas le faire. C'est dans la tête? C'est dans la tête. Écoute, nous, on a grandi comme ça. Il faut travailler. Il faut suivre l'exemple des parents. C'est pour plus tard. C'est ce que nous, on enseigne après à nos enfants plus tard. Au pied de leurs arbres, les familles voient grandir les enfants. Dans la noix de coco, grâce aux aides du pays et au travail répété des gens, il y a une saveur qui ignore totalement l'amertume de l'exil. Voilà, c'est sur ce bel exemple de courage que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Tamatoa n'a toujours pas été retrouvé en mer. Aucune trace de l'avion à bord duquel il se trouvait. L'espoir des familles et des parents repose à présent sur les recherches menées sur terre. Des recherches qui se poursuivent donc demain. Une information qui est aussi à la une de votre dépêche de demain, le quotidien titre sur la famille et les proches de Tamatoa qui espèrent encore. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous pour votre édition spéciale consacrée au nucléaire que vous pourrez suivre aussi en direct radio et Facebook. 21h10 à Araura qui s'intéresse ce soir au cancer de la thyroïde à Mangareva. 21h55, votre film This Is Us. Et on se quitte sur ces images de Copra Culture à Rangiroa. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet